Le 18 décembre a lieu chaque année la Journée internationale des migrants. Cette journée est partout dans le monde l'occasion d'organiser des manifestations d'hommage et de soutien à celles et ceux qui sont contraints de quitter leur pays et de risquer leur vie sur les routes de l'exil. À quelques jours de cette journée internationale, nous sommes là ce soir pour exprimer notre solidarité envers les personnes exilées et notre vive inquiétude face aux politiques discriminatoires dont elles font l'objet en France, en Europe et partout ailleurs dans le monde. Les cercles de silence auxquels participe chaque mois celui de Toulon constituent un mouvement citoyen laïque et non violent de protestation contre les mauvais traitements infligés aux migrants et aux réfugiés. Nous sommes là pour dénoncer le sort inhumain réservé aux migrants, du seul fait qu'ils n'ont pas de papier en règle. Nous sommes là pour dire que le monde vivrait mieux si nous faisions tous le choix de l'accueil et de la solidarité plutôt que celui de la fermeture et du repli sur soi. Pour rappeler qu'une société n'est saine qu'à la condition de prendre soin des personnes les plus faibles et les plus fragiles qui la composent. Nous sommes là parce que nous croyons qu'un autre monde est possible à l'heure de la crise climatique, où il n'a sans doute jamais été aussi urgent de réaliser que nous sommes tous, au-delà des frontières qui nous séparent, embarqués dans la même aventure humaine pour faire face aux grands défis de notre planète. Nous sommes là pour appeler nos gouvernants à cesser de stigmatiser les étrangers et de faire d'eux les boucs émissaires des problèmes qui traversent la société. Ce ne sont pas eux, mais l'injustice et la violence des politiques économiques en vigueur depuis des décennies qui sont les seuls responsables de l'augmentation de la pauvreté et des inégalités sociales. La multiplication des crises planétaires que nous vivons aujourd'hui, tant sur le plan social, politique et écologique, ne connaît aucune frontière. Ce sont ces crises qui forcent contre leur volonté tant de millions de gens à l'exil. Qui peut croire qu'ils en sont responsables alors qu'ils en sont les premières victimes? Bien au-delà des différences nationales instrumentalisées par certains partis politiques, c'est l'humanité tout entière qui est touchée de plein fouet par ces bouleversements dont les conséquences globales affectent chaque être humain dans sa vie quotidienne. Plus personne ne peut refuser de tendre la main à celles et ceux qui sont contraints par la force des choses de s'exiler sous l'effet de ces crises dont les effets se font ressentir aujourd'hui partout dans le monde. Continuer à parler de l'autre comme d'un étranger n'a de ce point de vue plus aucun sens. Nous sommes là parce que nous n'acceptons pas que soient prises en notre nom des dispositions qui brisent des vies humaines et font voler en éclats des couples et des familles, qui ne font que rajouter du malheur à du malheur, au lieu d'unir réellement nos forces pour lutter contre l'injustice, contre la peur et ce rejet de l'autre au nom de son origine. Nous sommes rassemblés ce soir pour prôner et défendre une autre approche des migrations, hospitalière et solidaire. Ce n'est pas seulement par souci moral de tendre la main à celui ou celle qui souffre et nous appelle à l'aide, mais aussi pour défendre et sauver l'état de droit et la démocratie. C'est bien cela aussi que de l'autre côté de l'Atlantique ont compris les millions de citoyens américains qui manifestent contre la persécution des migrants que Trump a ordonnée depuis son retour au pouvoir. Nous rendrons particulièrement hommage ce soir aux milliers de migrants morts en Méditerranée. Puisse cette vague qui les emporte sous les flots de cette mer, que l'injustice des hommes a transformée en cimetière, redevenir celle de l'espoir de vivre demain dans un monde plus juste et solidaire. Merci de bien vouloir faire à présent silence pour honorer leur mémoire.
et que d'autres s'étaient déjà tombés du soir. Comment il fonctionne exactement? Plus tard, voilà le passeur. Il revient alors que certains commençaient à douter de le revoir et que d'autres s'étaient déjà endormis avec la tombée du soir et la fatigue provoquée par la faim. « Est-ce que tout le monde est là ?» dit-il, balayant nos visages avec une lampe électrique. Son comptable l'a rejoint. Il pourrait faire l'appel, car je vois qu'ils ont le cahier dans lequel ils ont noté nos noms, mais ils ne le font pas. Le bateau précédent, commence le chef, a fait naufrage. Il y a eu 14 morts. Les autres ont été sauvés par un cargo et sont bien arrivés en Espagne. J'espère que vous aurez plus de chance. Je reconnais ce souci qu'ont les passeurs de ne jamais mentir sur les risques que nous encourons. Ils te prennent ton argent, ils te volent autant qu'ils le peuvent, mais ils ne te font pas croire que tu arriveras vivant de l'autre côté. Il y a des protestations dans le groupe après l'avoir écouté. Certains disent qu'ils ne veulent plus partir, si c'est pour mourir noyé. Et le chef ne réplique rien. Il n'essaye pas de les convaincre, il s'en fout. Il regarde l'agitation et semble se dire qu'ils retournent dans leur tente et nous laissent continuer. Moi, l'idée que je vais peut-être mourir me traverse. Mais je pense aussitôt que je suis d'accord pour prendre le risque si c'est pour arriver en Espagne. En même temps, je me souviens que je sais un peu nager et qu'on va me donner un gilet de sauvetage. J'ai payé un supplément pour le gilet. Preuve qu'au fond de moi, je ne peux pas croire que je vais vraiment mourir. Bien, reprend le chef quand le calme est revenu. Maintenant, nous allons vous emmener jusqu'au lieu de l'embarquement. Laissez vos sacs sur place. Vous n'embarquerez qu'avec les vêtements que vous portez sur vous et pieds nus. Pas de chaussures dans le bateau, c'est dangereux. Un moment plus tard, nous sommes une soixantaine à marcher silencieusement derrière le chef et son comptable. Au début, dans l'obscurité fatale de la forêt, puis bientôt sur la plage, dans le fracas mouillé des vagues. C'est une nuit sans lune et on ne distingue aucune lumière sur la toile sombre de la mer qui se confond au loin avec le ciel. Nous avons donc quitté l'Afrique aussi nus qu'à notre naissance, sans rien emporter, même pas un peu de terre de chez nous. Et pour ma part, il ne me reste que quelques dirhams dans la poche de mon pantalon. Comment est-ce que je m'achèterai à manger une fois arrivé en Espagne? Et comment je ferai pour marcher pieds nus dans ce nouveau pays? Voilà déjà ce qui me préoccupe. Bientôt, nous distinguons des ombres sur la plage. Une douzaine d'hommes et les boudins d'un zodiaque autour duquel s'affairent 3 ou 4 gars à demi nus, dans l'eau jusqu'à la taille, malgré le froid. En nous approchant, je vois que ce sont tous les passeurs et que plusieurs d'entre eux sont armés. Il y a un bref échange entre le chef et eux, puis, tandis que l'un s'approche de nous, le chef et son comptable se retirent. Le chef nous dit très vite quelques mots dont la violence me fait cogner le cœur. « On va vous faire embarquer sur le Zodiac. Vous allez obéir aux ordres. Je ne veux pas de bousculade. » Celui qui commence à déconner, on le balance à la flotte et on le tue. Tout le monde a bien entendu? Ok, alors d'abord les femmes et les enfants. Je me rappelle avoir compté 8 femmes. Puis 2 jeunes garçons et un bébé attaché sur le dos de sa mère. Ensuite, ils nous ont chargés un par un. La plupart au fond du Zodiac, avec les femmes et les enfants recroquevillés dans la position de l'œuf, comme dans le pick-up pour la traversée du désert. Enfin, les derniers assis sur les boudins. J'ai compté et recompté un petit peu plus tard. Nous étions 54 à bord d'un Zodiac conçu pour une quinzaine de personnes. Parmi nous, j'ai reconnu ceux qui avaient payé 2500 € pour monter sur un vrai bateau. Maintenant, nous étions tous dans le même petit bateau et je me suis demandé ce qu'ils pouvaient penser. « Qui sait conduire ?» a demandé le chef qui avait menacé de tuer celui qui commencerait à déconner. « Moi » a dit un Sénégalais en levant le bras. Il lui a fait signe de venir s'asseoir à côté du moteur et il a fait dégager d'un coup dans le dos celui qui s'y trouvait. Une fois le Sénégalais installé à la barre, il lui a donné une boussole et pendant peut-être 1 minute, il lui a expliqué quelque chose, penché sur son épaule, en lui agitant la boussole sous le nez dans la nuit. Le Sénégalais acquiesçait. « Tu pars comme ça, tout droit » a crié le chef en se relevant et en montrant du bras la bonne direction. « Et dans 2 heures, tu verras l'Espagne. Allez, partez maintenant. »
Puisqu'il était 5 heures du matin, ce 13 octobre 2014, quand nous avions perdu de vue la plage et les passeurs, nous aurions dû apercevoir la côte espagnole entre 7 et 8 heures, tandis que les premiers rayons du soleil jaillissaient de la mer, sur notre droite. Il y avait bien dit 2 heures, hein? Ouais, 2 heures. Tout le monde s'en souvenait parfaitement, mais de la vie générale, il avait dû exagérer. Et à 9 heures, alors que le bateau poursuivait sa route tout droit et à pleine vitesse, personne ne s'inquiétait encore de ne rien voir. Étions confiants. L'Espagne allait bientôt nous apparaître, et avec l'arrivée du soleil, l'ambiance s'était détendue à bord. Maintenant, les rayons nous chauffaient agréablement les épaules, et comme les femmes s'étaient mises à chanter pour encourager les enfants à patienter, beaucoup d'hommes les avaient imités. Nous commencions tous à souffrir de courbatures dans les jambes à force d'être serrés les uns contre les autres et de ne pas pouvoir bouger du tout. Mais ce n'était pas grand-chose comparé à ce que nous avions enduré pour arriver jusqu'ici. Et maintenant, qu'est-ce qui pouvait nous arriver sur cette mer tranquille et sous ce soleil radieux? Rien du tout. Le Sénégalais, qu'on s'était mis à appeler capitaine, tenait fermement la barre, un œil sur la petite boussole dans le creux de sa main gauche, l'autre sur l'horizon. Nous observions avec satisfaction à ses pieds le bidon de 20 litres d'essence, songeant que les passeurs étaient certes brutaux, mais qu'ils avaient bien tout prévu pour le voyage et que, d'ici 1 heure, c'était certain, nous débarquerions sur une de ces plages d'Europe que la plupart d'entre nous avaient vues à la télévision. Je me rappelle la joie qui avait enflammé nos cœurs vers midi, quand des goélands s'étaient mis à tournoyer et à crier au-dessus de nos têtes comme si la terre était toute proche et qu'ils voulaient être les premiers à nous souhaiter la bienvenue. « Tu vois quelque chose, mon capitaine ?» avait demandé une voix d'homme couvrant le bruit du moteur et des appels stridents des oiseaux. Alors le Sénégalais s'était dressé de toute sa hauteur, sans lâcher la barre, mais cela avait suffi pour faire faire au bateau une drôle d'embardée qui avait fait taire d'un seul coup ceux qui riaient et chantaient. Certains avaient laissé échapper des exclamations de peur ou de surprise. On aurait dit qu'une main puissante nous avait jetés sur le bas-côté, comme si nous ne comptions pour rien sur la mer. Dans mon souvenir, c'est à ce moment-là seulement que nous avons pris conscience que le vent s'était levé, que la mer avait forci. Jusqu'à l'arrivée des goélands, nous avions dû somnoler, chauffés par le soleil, bercés par le chevauché du zodiaque, et subitement, en même temps que les oiseaux nous tiraient de notre torpeur, nous découvrions que le paysage n'était plus le même autour de nous. Non, le capitaine n'avait pas vu la terre, et après cette embardée, son visage s'était fermé. Ne me demandez plus rien, semblait-il dire, tendu et en colère. Vous ne voyez donc pas que le cap est difficile à tenir au milieu de ces vagues qui surgissent de partout et sur lesquelles les zodiaques se cabrent comme un cheval avant de retomber lourdement? Durant les premières heures, il avait glissé comme sur un lac, mais à présent, il bataillait, et notre capitaine aussi bataillait pour le faire marcher droit. D'ailleurs, ceux qui étaient assis sur les boudins ne riaient plus du tout. Ils devaient se tenir pour ne pas tomber à la mer. Quant à nous qui étions au fond, nous ressentions douloureusement, jusque dans nos os, les violents coups de boutoir des vagues contre le plancher. Mais la côte allait apparaître, c'était impossible autrement, puisque nous naviguions depuis plus de 8 heures. La plupart étaient de cet avis, d'autres se taisaient, et tous les visages étaient maintenant tendus dans la même direction que celui du capitaine. Il n'avait pas pu se tromper, puisqu'il avait déjà conduit des bateaux en suivant l'aiguille d'une boussole. Il avait dit à l'homme qui était assis à ses pieds, alors que le jour n'était pas encore levé et l'information avait fait le tour du bateau. Il n'avait pas pu se tromper, alors la côte allait forcément apparaître, puisque ça faisait plus de 8 heures que nous étions partis, puisque le passeur avait dit dans 2 heures, puisque les goélands criaient au-dessus de nos têtes, puisque le capitaine avait déjà conduit des bateaux en suivant l'aiguille d'une boussole. Mais en dépit de ces choses qu'on se répétait et auxquelles on voulait croire pour ne pas perdre espoir, la côte n'apparaissait pas. Parfois, on croyait la voir parce que le vent soulevait sur l'horizon une bruine blanchâtre qui pouvait prendre la forme d'un village. Mais un instant plus tard, toutes les maisons avaient disparu et nos yeux ne s'accrochaient plus à rien. Le zodiaque continuait à batailler, mais nous étions tous conscients, je crois, qu'il n'était déjà plus de taille à lutter au milieu de tant de vagues, qu'il fallait que la Terre apparaisse très vite maintenant. Étions-nous en train de vivre ce que la télévision avait tant de fois raconté? L'idée m'avait traversé, mais non, c'était impossible.
Si Dieu existait, et il existait, il ne pouvait pas abandonner 54 personnes qui ne lui avaient fait aucun mal. Il nous voyait de là-haut, et il nous voyait, il allait faire que le vent nous porte, que les vagues nous épargnent et que la terre surgisse. Pourquoi nous punirait-il? À moi, il m'avait déjà pris mes parents. Il m'avait séparé de ma grande sœur. Est-ce que c'était pas suffisant? Si à mon tour je mourais, alors pourquoi nous avait-il créé tout? De prier à ma façon quand un homme avait hurlé que l'eau entrait dans le bateau. Le plancher s'était cassé à l'arrière, criait-il en direction du capitaine, et la toile qui était dessous s'était déchirée. Aussitôt, tout le monde avait commencé à bouger, à s'exclamer, à se pousser, parce que l'eau était là, en effet, sous nos fesses. L'eau, l'eau. Certains avaient essayé de se relever, mais avec les vagues, ils étaient retombés les uns sur les autres. « Chassez l'eau, avait ordonné le capitaine tout en ralentissant le moteur. Alors un homme avait retiré sa chemise pour éponger sous lui, et aussitôt les autres l'avaient imité. Sans la force du moteur, que nous n'entendions presque plus tellement le vent soufflait, le Zodiac s'était affaissé et les vagues nous ballottaient dans tous les sens. Mais malgré tout, on arrivait à attraper un peu d'eau dans nos chemises, qu'on pressait ensuite tant bien que mal comme des serpillères au-dessus des boudins. Voyant l'ardeur qui s'était emparée des hommes, les femmes et les enfants avaient rampé petit à petit jusqu'au milieu du bateau pour nous laisser travailler. Il pouvait être 14 ou 15 heures, je ne sais pas,
nous n'étions plus occupés qu'à lutter contre la montée de l'eau quand des femmes s'étaient mises à pleurer, entourant les enfants. À présent, tout le monde avait dû se mettre debout dans le zodiaque, car l'eau nous arrivait aux genoux. Voyant que des femmes pleuraient, je me souviens d'avoir pensé que nous allions mourir, que nous allions tous mourir, et moi aussi, bien sûr. Cette fois, ce n'était plus une image lointaine. Dieu nous avait tourné le dos, j'en étais certain. Il avait bien réfléchi et décidé finalement de nous abandonner. Alors, j'avais essayé de me figurer comment cela allait être de mourir, ce que je ressentirais quand l'eau me recouvrirait et qu'il faudrait la laisser entrer dans mes narines. J'aurais voulu avoir tout le temps de penser tranquillement à ces minutes où j'allais quitter ce monde pour entrer dans l'autre, où je reverrais mon père et ma mère, et où ils m'ouvriraient leurs bras tandis que mon corps serait encore dans l'eau, flottant comme un linceul, mais dans la panique qui avait gagné de plus en plus de gens autour de moi, ce n'était pas facile de me figurer calmement ces choses. La plupart des hommes avaient arrêté d'éponger et beaucoup d'entre eux pleuraient maintenant, comme les femmes. Eux aussi savaient qu'ils allaient mourir, et ils semblaient complètement absorbés par la peur de ce moment. Mais moi, non, moi, je ne pleurais pas. La certitude de revoir mes parents me faisait attendre la mort avec une sorte d'impatience, et peut-être même que je souriais silencieusement. Enfin, la vie allait se finir, et avec elle toutes les souffrances. On disait que de l'autre côté, tout n'était que bonté et lumière, alors oui, je voulais bien mourir. Cependant, d'autres continuaient à espérer. Je le voyais puisqu'ils s'étaient mis à aider les femmes. L'une d'entre elles, qui était très grosse, s'était soudain affaissée dans le bateau entre nos jambes. L'eau l'avait recouverte, et aussitôt un homme était venu à son secours. Il l'avait relevée, lui avait dit de passer son bras autour de son cou. Une autre avait sorti de l'eau son petit garçon de 8 ans qui sanglotait, baigné jusqu'à la poitrine, et elle l'avait pris dans ses bras. On se demandait à la voir combien de temps elle allait pouvoir tenir comme ça, en équilibre au milieu de cette foule d'hommes dressés au-dessus des flots et fouettés par les embruns. Combien de temps elle allait pouvoir tenir avec son enfant dans ses bras? Puis l'eau a noyé le moteur, et quand il s'est arrêté, on a été surpris d'entendre soudain le silence. C'était un faux silence, puisque le vent sifflait, puisque les vagues s'écrasaient sur le zodiaque et semblaient renifler en se retirant, mais que le moteur se soit tu nous a laissés comme un peu plus seuls, comme un peu plus abandonnés. Maintenant, on pouvait entendre les sanglots, les supplications, les prières, tout ce que les hommes expriment lorsqu'ils savent qu'ils vont mourir. La femme qui était tombée une première fois au fond du bateau est retombée. L'homme a tenté encore une fois de la relever, puis il a renoncé. Elle a dû se noyer un peu plus tard entre mes jambes, car en me retournant, j'ai vu 3 gars l'empoigner sous les aisselles et par les pieds et la balancer à la main. Tu regardes un instant son corps rouler dans les vagues, tu ne peux pas croire ce que tu vois. L'horreur de ce que tu vois, puis elle s'enfonce et c'est fini. Tu y penses, puis tu n'y penses plus, parce que bientôt ce sera ton tour. Après ça, la femme qui portait le petit est tombée elle aussi. On l'a aidé à se remettre debout, mais entre-temps, l'enfant, qui vomissait un instant plus tôt, a disparu sous l'eau. Il était mort quand on l'a repêché au fond du bateau. Alors sa mère a été prise de folie. Elle sanglotait, il le secouait, puis l'embrassait. Elle le secouait de nouveau, elle n'arrivait pas à croire qu'il était mort. Puis les hommes autour d'elle ont commencé à dire qu'on ne pouvait pas garder un mort dans le bateau, alors qu'il s'enfonçait sous notre poids. Quand ils ont essayé de lui arracher l'enfant, elle a tenté de se défendre, les a griffés et frappés, mais ils étaient plus forts qu'elle et ils ont jeté le petit à l'eau sous ses yeux. Le zodiaque était rempli d'eau, nous étions encore 52 vivants dans le au niveau des vagues. C'est alors qu'une des femmes qui était religieuse a annoncé qu'elle allait nous baptiser. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé les autres, mais moi, aussitôt je me suis rappelé sur Claudine. Et j'ai songé que c'était elle qui me parlait par la bouche de cette femme. Le soleil qui nous a si bien réchauffés 8 heures plus tôt n'était plus maintenant qu'un disque lointain et comme suspendu au ras des flots, voilé d'une brume grisâtre. Nous attendions la mort en grelottant. Beaucoup pleuraient et tout en pleurant, beaucoup priaient aussi.
Aujourd'hui, je me demande encore si Dieu n'a pas changé d'avis en entendant la religieuse l'implorer en notre nom, car c'est très peu de temps après sa bénédiction que sont apparus plusieurs dauphins. Les dauphins ont crié les hommes, comme s'ils venaient pour nous sauver. Et à ma grande surprise, c'est ce qu'ils ont entrepris de faire, en effet, se glissant sous les boudins de part et d'autre du zodiaque, comme pour nous porter sur leur dos. S'ils n'étaient pas envoyés par le Seigneur, se peut-il que les dauphins aient conscience de la détresse des hommes? Ils étaient venus nombreux et ils n'étaient pas là pour jouer, puisqu'ils nous ont accompagnés, portés, jusqu'à ce qu'on entende au loin un sourd vomissement. Aussitôt, ceux qui priaient se sont tus. Qu'est-ce que ça pouvait être? Aucun bateau n'était en vue. Le premier grondement d'un orage, nous avions tous tendu l'oreille. « Hélico! Hélico !» a soudain hurlé un Ghanéen. J'ai levé les yeux au ciel et je l'ai vu. Comme un gros bourdon noir dans le premier crépuscule, lui aussi nous avait vus, il venait vers nous. Alors, pour la première fois, je me suis mis à pleurer. Je crois que tout le monde s'est mis à pleurer en agitant les bras, en remerciant le ciel. Il est descendu de quelques mètres et le pilote nous a fait un petit signe de sa main, comme pour nous signifier que nous n'avions plus rien à craindre, qu'il allait faire quelque chose pour nous, puis il est remonté et il s'est maintenu en vol stationnaire au-dessus de nos têtes. Une heure plus tard, peut-être, est arrivé le bateau de la Croix-Rouge. Quand il nous a pris dans son faisceau lumineux, nous avons entendu une voix d'homme nous demander de rester calme. Nous allons venir à votre secours, soyez patients, restez calmes, nous n'abandonnerons personne, tout le monde sera sauvé. Il le disait en anglais, puis en français, il recommençait. Soyez patients, nous n'abandonnerons personne, tout le monde sera sauvé. Ils ouvrent une porte dans la coque, au ras de l'eau, ils te tendent la main et ils te font monter. Mais ce n'est pas tout le monde qui a pu rester à l'intérieur, parce que le bateau était trop petit. Ils ont pris les femmes et les 2 enfants qui avaient survécu, et nous les hommes, ils nous ont donné des couvertures et on est resté sur le pont. On était trempés, pieds nus, peut-être 1 heure encore sur le Zodiac et on mourrait de froid si la mer ne nous avait pas déjà engloutis. Il faisait largement nuit quand nous sommes arrivés à Motril. Ils nous ont dit que nous pouvions garder les couvertures et ils nous ont fait descendre. 2 hommes se tenaient à l'entrée du bâtiment. L'un parlait français, l'autre anglais. « Vous parlez français ?» m'a-t-il demandé. J'ai fait oui de la tête. « Vous êtes le bienvenu en Europe. » Ce sont les premiers mots. 4 ans plus tard, je les entends encore et je peux encore éprouver à les murmurer l'écho du soulagement qu'ils ont provoqué en moi. « Vous êtes le bienvenu en Europe. » Il m'a indiqué vers où me diriger. Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu jusqu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village, emportant pour seul bagage des restes de rêves d'enfants, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je disais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines et les plateaux, les grandes villes comme en photo. Je marchais tant que j'ai pu, tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux, les coups de blues, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue.
À chaque pause, chaque trait, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. It was when they died. I left my place because I don't have anywhere to go. So I left from Maiduguri. I went to Niger. From Niger, I have to go to Morocco. From Morocco, I crossed to Spain. From Spain, I came to, I don't know the name of the place day before yesterday. Combien de pays traversés, combien de frontières dépassées. Et me voilà, m'en voulez-vous? Je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout. Arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous. J'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trait, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. 1000 fois j'ai fait ce rêve. 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. Et de provoquer mort et disparition le long de ces routes terrestres et maritimes. L'année dernière a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les personnes en mouvement. Au moins 8 938 personnes sont mortes sur les routes migratoires dans le monde en 2004, en 2024, ce qui en fait l'année la plus meurtrière jamais enregistrée selon les données recueillies par l'Organisation internationale pour les migrations. Le bilan réel est probablement bien plus élevé, de nombreux décès n'étant pas documentés. 2452 des décès enregistrés en 2024 l'ont été en mer Méditerranée. Au lieu de répondre à la nécessité de disposer de systèmes de recherche et de sauvetage adéquats et d'offrir des routes migratoires sûres et régulières comme alternative à ce voyage risqué, l'Europe fait au contraire le choix d'aggraver cette situation humainement inacceptable. Face à la pression des partis d'extrême droite, elle s'apprête une fois de plus à durcir sa politique d'immigration. Réunis à Bruxelles, les ministres de l'Intérieur des États membres de l'Union se prononceront bientôt sur 3 textes présentés cette année par la Commission européenne. Ceux-ci veulent encadrer plus strictement les arrivées et les renvois de migrants. Ils permettraient notamment d'ouvrir des centres en dehors des frontières de l'UE pour y envoyer les personnes dont la demande d'asile aurait été rejetée. Ils sanctionneraient aussi plus durement les migrants qui refusent de quitter le territoire européen avec des périodes de détention plus longues demandées par Rome. Cette réforme de l'UE doit spécifiquement réhabiliter le grand projet italien de centre de remigration en Albanie qui a été invalidé par la justice européenne et mis en pause. Au lieu d'investir dans la sécurité, la protection et l'inclusion, l'Union européenne choisit des politiques qui plongeront davantage de personnes dans le danger et l'insécurité juridique. Les politiques d'externalisation des contrôles des frontières menées par les États demeurent impunies.
malgré leurs atteintes aux droits, pendant que la criminalisation des migrations et des solidarités ne cesse quant à elle d'être renforcée partout dans le monde. Le 2 novembre 2025, le protocole passé en 2017 entre l'Italie et la Libye sur la lutte contre l'immigration clandestine s'est vu automatiquement renouvelé pour 3 années supplémentaires. Dans le cadre de cet accord, coordonné par l'agence Frontex et soutenu financièrement par l'Union européenne, l'Italie équipe et forme des forces libyennes, pourtant reconnues responsables de multiples crimes contre l'humanité, contre les personnes migrantes, viols, esclavage, torture, extorsion de fonds auprès des familles. Pour la seule année 2024, 21 762 migrants ont été interceptés par les gardes-côtes libyens. Que sont-ils aujourd'hui devenus ? La logique de tri des personnes arrivant aux frontières de l'Union européenne, notamment institutionnalisée par les procédures de filtrage du dernier pacte européen sur l'asile et l'immigration, se poursuit avec par exemple le projet de la Commission européenne d'établir une liste de pays sûrs pour limiter l'accès au droit d'asile. En France, la surenchère sécuritaire se poursuit, le gouvernement allant jusqu'à revendiquer de larges opérations de contrôle et d'arrestation de personnes en précarité administrative à travers le pays. Cette tragédie que représentent les traitements inhumains infligés aux migrants et leur nombre croissant de décès dans le monde est à la fois inévitable et inacceptable. Derrière chaque chiffre se cache un être humain et la perte d'un être cher pour quelqu'un. C'est à chacun de ces êtres humains que nous venons rendre hommage aujourd'hui. Si nous sommes là ce soir pour commémorer les personnes disparues du fait de ces politiques, nous sommes aussi rassemblés pour célébrer la continuité et la diversité des résistances qui se poursuivent et se renouvellent au quotidien, le long des routes et au cœur des territoires. Malgré ces politiques de contrôle et de rejet, les violences qu'elles subissent le long des parcours et celles auxquelles elles sont confrontées là où elles cherchent à s'installer, les personnes en exil continuent de revendiquer leurs droits, de migrer et leur dignité. Le 18 décembre, les travailleuses et travailleurs les plus précarisés de France, souvent sans papier, issus de l'immigration, exploités, invisibilisés, feront grève. S'ils s'arrêtent de travailler ce jour-là, c'est pour rappeler que sans eux, rien ne tourne. Car ce pays n'existe pas sans l'immigration et en bénéficie de tous les points de vue. Ce n'est pas l'immigration qui le détruit, ce sont les politiques menées qui accentuent la précarité, le racisme et l'injustice sociale. Dans un contexte politique et médiatique saturé de discours, attisant les peurs et les haines, nous sommes là pour redire qu'un sursaut citoyen est plus que jamais nécessaire pour que la France redevienne enfin une terre d'accueil, sans cesse enrichie et transformée par des êtres humains venus du monde entier, pour que notre pays et l'Europe tout entière s'engagent à nouveau dans la défense de la dignité humaine, car les atteintes à la dignité de quelques-uns blessent tous les hommes dans leur humanité. Il est plus que temps pour nous d'organiser et d'apprendre à former des communautés humaines où la vie et les liens de solidarité puissent avoir un sens. Car, comme nous le rappelle Martin Luther King, nous avons appris à voler comme des oiseaux et à nager comme des poissons. Mais nous n'avons pas appris l'art tout simple de vivre ensemble comme des frères.